Bonjour, vous êtes bien sur Mizzen TV. Très heureux de vous accueillir pour un nouvel entretien qui sera consacré à la politique de fermeture des mosquées menée depuis plusieurs mois déjà par le gouvernement français. Ces fermetures de mosquées sont-elles toujours justifiées? À quels objectifs politiques et juridiques obéissent-elles? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui l'avocat Stéphane Guezguez. Bienvenue sur Mizzen TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour. Alors, Maître Guezguez, aujourd'hui, donc depuis le vote de la loi dite contre le séparatisme, la politique de fermeture des mosquées s'est poursuivie à un rythme ininterrompu. Aujourd'hui, nous avons 21 mosquées qui ont été fermées. Alors certaines de manière provisoire et d'autres sont toujours fermées. 5 mosquées sont en cours d'instruction pour une possible fermeture. Donc ces fermetures ont eu lieu un peu partout sur le territoire français. Ça avait eu lieu à Pantin, en Seine-Saint-Denis, d'autres mosquées aussi en Seine-Saint-Denis, comme le Pré Saint-Gervais, à Beauvais, à Lonne, et plus récemment la mosquée de Cannes, qui est sous la menace d'une fermeture pour un certain nombre de propos tenus par son ancien recteur. Alors, ma première question, Maître Guezguez, ce sera justement de comprendre sur quels arguments juridiques le gouvernement s'est-il appuyé pour justifier la fermeture de ces mosquées? Alors, je vais vous répondre, il faut apporter cette première précision importante. Contrairement à ce que certains peuvent croire, la fermeture des mosquées, les fermetures administratives qu'on peut voir récemment de l'actualité, ne sont pas un ajout de la loi sur le séparatisme qui a été récemment votée et qui est passée pour certaines de ces dispositions devant le Conseil constitutionnel, mais existait déjà dans le cadre de notre droit positif, puisque à l'issue de l'état d'urgence qui avait été décidé en 2015, en 2017-2018, une loi est passée, c'est la loi SILT, d'accord, pour laquelle justement on a permis aux administrations, donc aux préfectures, de décider des fermetures de mosquées. Donc c'est une disposition qui existe déjà, qui n'est pas un ajout spécifique de la loi sur le séparatisme qui est venu d'une certaine façon renforcer encore plus les pouvoirs administratifs donnés à l'État, mais c'est une disposition qui existait déjà. Donc très concrètement, que dit la loi? La loi, elle explique qu'à partir du moment où il y a un lieu où sont tenus des propos ou des comportements qui seraient susceptibles de provoquer à des actes de terrorisme, l'autorité administrative peut décider de fermer l'établissement concerné, le lieu de culte concerné. Donc, dans la pratique et dans la réalité, qu'est-ce que l'on constate? En réalité, on n'a jamais vu, en tout cas de l'analyse que j'en fais moi par la voie de presse sur les cas qu'on a pu entendre de manière publique ou pour les cas qui me concernent plus personnellement pour les dossiers que j'ai pu gérer, on n'a jamais vu de cas en réalité où il y avait dans des mosquées qui font l'objet de ces décisions de fermeture des soupçons avérés d'entreprises terroristes, puisque très généralement, dans ces cas-là, il n'y a jamais d'enquête pénale, il n'y a jamais de poursuite judiciaire contre des imams ou contre des individus en particulier dans la mosquée. On reste seulement sous le plan d'une décision administrative. Et pourquoi l'État ne procède pas ainsi? Pourquoi en réalité on ne poursuit pas pour terrorisme des imams ou des représentants de mosquées? Très concrètement, parce qu'on n'a pas d'éléments matériels qui démontrent un ancrage dans le terrorisme. En réalité, tout ce que fait l'administration depuis plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est validé par les juridictions administratives, c'est d'entretenir une certaine atmosphère de suspicion qui, aux yeux de certains magistrats administratifs, suffisent pour justifier une décision de fermeture. Alors, on va vous parler de publications sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, des commentaires tenus par les uns et les autres. On va vous parler peut-être de propos tenus par un imam, mais on n'en apporte pas la preuve ou la démonstration ou le caractère réel de ces propos-là. On va vous dire qu'il y aurait eu tel ou tel fidèle de la mosquée qui serait connu pour telle ou telle implication, tel ou tel dossier peut-être de terrorisme. Mais en réalité, on n'a jamais, en tout cas de ce que j'ai pu voir et constater moi-même, on n'a jamais
l'élément supplémentaire, le pas supplémentaire qui est franchi par l'administration, à savoir des poursuites pénales qui visent soit la mosquée, soit l'imam ou ce genre de personnes. En réalité, non, on reste toujours dans la suspicion et on n'apporte jamais la preuve. Ce qui nous fait dire à nous, en tant que défendeur, et c'est ce qu'on soutient devant les juridictions, qu'en réalité, l'administration est bien incapable de démontrer la réalité de ces accusations-là et reste seulement sur une question d'atmosphère, d'ambiance, qui suffit malheureusement à porter la conviction de magistrats Alors, qui préfèrent oui. ne pas laisser une mosquée ouverte. Oui. Alors justement, vous disiez qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve. Alors, par exemple, il y a des situations qui sont parfois légèrement ou même grandement différentes, enfin, sensiblement différentes entre mosquées. Par exemple, dans le cas de la mosquée de Beauvais, le document de la préfecture était très, très lourd. Les accusations étaient très, très accablantes il était fait question de prêche qui appelait au djihad, d'autres propos soutenant le terrorisme, des messages de félicitations de la mort après la mort de Samuel Paty, etc. Donc ça, c'était pour la mosquée de Beauvais. Donc il y avait quand même un ensemble d'accusations qui figuraient dans le document de la préfecture. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que tout ça, ça s'appuie sur rien. Donc c'est quoi? C'est une invention? C'est quoi, en fait? Non, attention. Je ne dis pas que ce sont des inventions. Je précise le fond de ma pensée. Si effectivement, pour le cas de la mosquée de Beauvais, on estime que les propos qui auraient été tenus par l'imam constituent des propos qui représentent une apologie d'acte de terrorisme, pourquoi on ne poursuit pas l'imam? Pourquoi il n'est pas en garde à vue? Pourquoi il n'est pas condamné? Je vous rappellerai qu'en 2015, on n'a pas eu de complexe à faire entendre même des enfants de 8 ans pour des propos relevant soi-disant de l'apologie d'acte de terrorisme, alors que cet imam qu'on présente comme étant quelqu'un qui se féliciterait des attentats ou qui ferait de l'apologie du terrorisme, il n'est même pas inquiété, il n'est même pas entendu par la police. Je veux dire, c'est invraisemblable. On peut pas porter de telles accusations à l'égard de certaines communautés ou de certaines associations et constater que sur le volet pénal, il n'y a strictement rien. Pourquoi il n'y a rien? Concrètement, parce que les garanties procédurales qui sont données dans le cadre d'un procès pénal qui exigent la démonstration d'une preuve ne sont pas celles qui sont demandées dans le cadre d'un recours devant une juridiction administrative, puisque devant les juridictions administratives, l'État se contente de produire, par exemple, des notes blanches qui sont des documents produits par les services de renseignement qui font état que tel jour il s'est passé telle chose, etc. Mais on n'a pas plus d'éléments de preuve, on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas plus d'éléments, et ça suffit. Ça suffit à emporter la conviction des juridictions administratives qui considèrent que ces décisions de fermeture sont simplement des mesures de police en vue de prévenir des actes de terrorisme et pas des sanctions. Alors nous, on considère, en tout cas pour ma part, je considère que les décisions de fermeture de mosquées sont assimilées à des punitions collectives, puisqu'on ne sanctionne, on sanctionne les comportements d'un en privant beaucoup d'autres de la possibilité de se réunir, d'exercer leur culte, et ainsi de suite. Alors s'il doit y avoir des mesures qui sont prises, pas de difficulté, mais nous sommes opposés au principe d'une sanction collective. Alors, quels sont les recours possibles pour une mosquée dès lors qu'une annonce de fermeture est faite par le ministre de l'Intérieur ou notifiée par courrier de la préfecture? Je crois qu'il y a un délai de 10 jours pour apporter une contradiction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les recours possibles pour une mosquée ou l'association en fait, qui la gère? Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision de fermeture est nécessairement précédée d'une procédure contradictoire. Concrètement, en fait, l'administration va envoyer un courrier à la mosquée ou va lui notifier par voie administrative, en fait, par des policiers qui vont se présenter au siège de l'association et en lui disant, voilà, on envisage de prendre une décision de fermeture, vous avez un délai de 10 ou 15 jours pour présenter vos observations. Dans ce délai-là, très, très concrètement, moi, ce que je conseille aux mosquées, c'est évidemment reprendre l'ensemble des accusations et voir ce qui peut être éventuellement contesté ou pas. Il est aussi possible d'organiser une réunion en préfecture pour échanger avec les autorités. Parfois, et notamment un article du journal Le Monde qui est paru cette semaine nous l'explique bien, plus de la moitié des mosquées qui font l'objet d'une menace de fermeture se régularisent entre guillemets dans ce délai-là et ne sont pas fermées. Mais pour les mosquées qui sont effectivement fermées à l'expiration de ce délai de 15 jours, il existe des procédures en référé en urgence devant les tribunaux administratifs pour obtenir
pour demander justement la réouverture de la mosquée si les accusations qui sont portées sont manifestement fausses. Donc voilà, donc dans ces cas-là, on apporte des témoignages, des attestations ou si nécessaire des enregistrements audio-vidéo qui démontrent que la préfecture a mal interprété les propos qui ont été tenus ou que tout simplement ce qui a été dit est faux. Alors, devant qui se fait cette démarche contradictoire? C'est devant la préfecture, mais là, du coup, on est devant une institution qui est juge et partie, non? Il y a pas un autre organe judiciaire, Conseil d'État ou autre, qui peut intervenir dans cette démarche? Alors, je voulais expliquer la procédure contradictoire, celle dans laquelle il y a un échange entre l'administration et l'association qui risque de subir cette mesure, effectivement, se déroule à la préfecture. Et une fois que la décision de fermeture est prise, le recours, c'est devant le tribunal administratif en première instance, puis en appel, si on fait un référé liberté, c'est effectivement devant le Conseil d'État. Oui, donc oui, il y a des procédures judiciaires, mais la phase préalable, donc avant la décision de fermeture, elle se passe uniquement avec l'administration. Donc, il faut le dire, jugé parti dans ce débat-là en premier lieu. D'accord. Alors, vous disiez que les choses incriminées devaient s'être déroulées dans un lieu. Vous parliez d'un lieu, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, par exemple, c'était le cas à Pantin, c'est le cas aussi à Cannes, ce sont des propos qui sont reprochés, mais qui ont été tenus dans un espace virtuel. Par exemple, une page Facebook. Alors, dans le cas de Cannes, ce qui est intéressant ou ce qui est surprenant, c'est que finalement, c'était un ancien recteur qui avait tenu ces propos et qui n'est plus en fonction depuis 6 ou 7 mois. Et les faits remontent à 2012 et 2015. Alors, ce n'était pas le cas pour Pantin, puisque le recteur était en fonction. Mais du coup, on n'est plus dans le lieu physique qui est la mosquée. On est dans un espace virtuel. Est-ce que finalement la loi sur l'état d'urgence que vous aviez évoqué tout à l'heure, les dispositifs qui ont été mis en place à ce moment-là, est-ce qu'ils s'appliquent néanmoins du fait que ça ne se soit pas passé dans un lieu physique? Alors oui, il faut le dire, l'espace virtuel n'est pas un espace de non-droit. Et comme je vous l'ai indiqué, et c'est d'autant plus vrai pour le cas de la mosquée de Cannes, euh, majoritairement, on constate que de plus en plus, les décisions sont fondées, donc majoritairement, et pour Cannes, il me semble que c'est quasiment exclusif, sur des prises de position qui ont eu lieu sur Internet. C'est pour cela que j'insiste, si le message peut être entendu, sur le principe d'une réelle modération sur les réseaux sociaux, avant toute chose, y compris de modérer les commentaires qui sont tenus par des tiers, pas nécessairement ceux tenus par l'association en question. Voilà, donc si je peux faire passer ce message-là, oui, les propos qui sont tenus sur Internet sont souvent opposés. Mais les pouvoirs publics pourraient fermer la page incriminée, puisque c'est sur cet espace-là que les propos ont été tenus par des individus, et ne pas fermer la mosquée, qui n'est pas directement concernée. Pourquoi la mosquée est directement fermée, en fait? Eh bien, tout simplement par opportunisme politique, parce qu'il est toujours plus bankable, permettez-moi l'expression, de dire qu'on a fait fermer une mosquée, laissant entendre que la radicalisation, elle se ferait dans ces lieux de culte, alors qu'en réalité, beaucoup de chercheurs l'ont démontré, ce n'est pas dans les espaces de socialisation comme dans les mosquées que malheureusement la radicalisation apparaît, c'est souvent dans des cercles privés ou dans des cercles virtuels. Et encore une fois, pour moi, je considère que la lutte contre le terrorisme, évidemment, elle est essentielle et la lutte contre la radicalisation, pas de difficulté sur ce principe-là. Mais décider de punir et de sanctionner collectivement des centaines, parfois même des milliers de fidèles, d'autant plus que là, on est à 2 mois du mois de Ramadan, donc il y a quand même une période assez particulière, alors que cela fait plus de 2 ans qu'en raison de restrictions sanitaires, notamment beaucoup de mosquées n'ont pas pu l'ouvrir. Pour moi, c'est clairement une punition collective. On n'a jamais vu d'église fermée parce qu'un curé s'était adonné à des actes de pédophilie. Non, on sanctionne la personne particulière, le groupe si c'est nécessaire, mais on ne prive pas des centaines de fidèles de la possibilité de se réunir en paix dans leur mosquée.
Oui, vous avez raison de soulever cette question de l'Église catholique après le scandale, les révélations qui ont eu lieu et la commission voilà, qui avait comment dire, a pu enfin, montrer tous les documents et toutes les enquêtes qui ont été menées. Effectivement, tout cela, alors ce sont des faits qui remontent à plusieurs décennies, il est vrai. Malgré tout, la dimension institutionnelle de l'affaire n'a pas abouti à des fermetures d'église. Alors, ce qui n'est pas forcément souhaitable, hein, mais c'est pour peut-être montrer la différence d'approche Traitement. sur ces sujets. Alors, une fois qu'une décision est notifiée, une décision de fermeture est notifiée après procédure contradictoire, est-ce que l'association peut faire un recours en référé ou est-ce qu'elle doit suivre une procédure classique au tribunal administratif tel que vous l'avez évoqué? Comme je vous l'ai indiqué, donc l'association peut faire donc à la fois une procédure en référé liberté qui permet une saisine du juge et un résultat dans un délai de 48 heures, ce qui est plutôt très rapide, d'accord. Et en même temps, un recours classique, au fond, un recours pour excès de pouvoir qui lui prendra au moins une année pour être jugé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions de fermeture peuvent être prises pour un délai de 6 mois, renouvelable, mais très concrètement, si l'administration estime pouvoir fermer une mosquée dans un temps donné, il faut que 6 mois après, elle apporte des éléments nouveaux qui démontreraient qu'une nouvelle décision de fermeture serait justifiée. Et bien souvent, on a des cas où les associations en question, après euh, modération des pages Facebook ou changement de telle ou telle chose, font des demandes directement à l'administration, ce qui est tout à fait possible, de réouverture. Elles obtiennent la réouverture. C'est notamment ce qui s'est passé pour la mosquée de Pantin, qui a été réouverte à l'issue de 2 périodes de fermeture euh, consécutivement à l'assassinat de Samuel Paty, vous vous souvenez. Oui. Alors, est-ce que le statut de l'association gestionnaire des lieux de culte joue un rôle le dispositif juridique mis en avant pour justifier la fermeture? C'est-à-dire, est-ce qu'une association de loi 1901, est-ce que le préfet peut agir plus rapidement ou a une marge de manœuvre plus importante quand il s'agit d'une loi 1901 qu'une loi 1905 ou est-ce que c'est exactement le même dispositif? Il n'y a pas de différence dans le traitement possible. Voilà, en fonction des statuts de l'association gestionnaire de la mosquée, oui, tout à fait. D'accord. Alors, un autre élément, Maître Gasguez, qui est assez intéressant à analyser, c'est que finalement, dans plusieurs cas, il a été reproché aux associations d'avoir soutenu le CCIF, notamment, ou Baraka City. Le CCIF arrive très souvent et finalement, la question que je voulais vous poser, c'est l'argument du CCIF est-il un argument juridique ou un argument politique pour justifier une fermeture? Alors, je vais vous répondre très concrètement. L'argument utilisé par le CCF, il a une portée essentiellement politique. L'objectif, d'essayer de laisser croire que le simple soutien au CCIF, c'est suffisant pour caractériser un risque de menace, un risque de comportement terroriste. Alors, je vais vous le dire. D'abord, concernant le CCF et Baraka City. Le CCF, notamment, on lui avait reproché, dans le cadre de la procédure de dissolution, d'avoir apporté son soutien à Baraka City. Dans la décision qui a été rendue par le Conseil d'État, euh, qui est en ma possession et qui n'a pas été très, très publiée, puisque voilà, elle relève du secret professionnel, mais je peux en parler ici puisque ça a été public. Dans la décision du Conseil d'État sur le CCIF, le Conseil d'État lui-même dit que le simple soutien à Baraka City, qui avait notamment subi une perquisition par le RAID, etc., n'est pas un élément suffisant qui caractériserait un trouble d'ordre public. Donc en réalité, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il essaye encore aujourd'hui, alors que le Conseil d'État s'est prononcé en disant que le simple soutien à Baraka City par le CCF n'était pas un élément qui justifierait un trouble à l'ordre public. Il essaie encore aujourd'hui de faire peur d'une certaine façon aux associations musulmanes en agitant ce drapeau rouge. Or, par exemple, vous parlez de la mosquée de Noisy-le-Grand que je défends, qui avait perdu son agrément et on est actuellement devant la cour d'appel. L'accusation qui a été faite, elle aussi, d'apporter son soutien au CCF, elle a été balayée par la juridiction administrative. Donc en fait, on continue au sein du gouvernement parce qu'on sait ce que représente le CCF dans son apport au débat public, de le faire, de lui tailler un costume qui n'est pas le sien et de le faire représenter comme étant une menace. Mais dans la réalité, devant les tribunaux,
on a des décisions qui considèrent qu'effectivement, le simple soutien au CCIF ne peut pas justifier une fermeture. D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander autre chose, Maître Guesgues. Vous évoquiez tout à l'heure alors, enfin, je vous avais demandé par rapport au recours en référé ou un recours traditionnel. Vous disiez tout à l'heure que la plupart du temps, ce sont des notes blanches qui appuient les documents rédigés par la préfecture. Comment vous expliquez alors que, par exemple, les associations, lorsqu'elles saisissent la justice, une fois qu'une notification de fermeture a été avancée, ne peuvent pas invalider cette décision? Alors, je ne sais pas si ça peut être fait en référé ou en procédure classique, vous nous renseignerez là-dessus, en mettant en avant le fait que finalement, il n'y a aucune preuve, c'est au cas par cas après peut-être, mais que dans certains cas, il n'y a peut-être pas de preuve que ce sont des notes blanches, donc des affirmations, et donc en mettant en obligation les pouvoirs publics d'avancer des éléments de preuve. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, en fait, c'est un point de droit, mais c'est un point de droit important à connaître. La jurisprudence du Conseil d'État sur les notes blanches est une jurisprudence, disons, qui donne un statut plutôt moyen, entre guillemets, aux notes blanches. Donc, on reconnaît leur valeur probante, leur valeur probante, mais on autorise l'administré qui subit ces notes blanches à apporter la preuve contraire. Et en réalité, vous avez une inversion de la charge de la preuve dans les notes blanches, c'est-à-dire que vous avez des accusations qui sont portées contre vous. Ce n'est pas à la note blanche de prouver qu'elles sont vraies, c'est à vous de prouver qu'elles sont fausses. Et parfois, on se retrouve dans des situations de preuve impossible. Comment prouver, par exemple, qu'on n'a pas été en contact avec quelqu'un? Vous ne pouvez pas. On peut apporter la preuve que vous avez été en contact avec quelqu'un, mais apporter la preuve que vous ne l'avez pas été, ce n'est pas possible. Donc, en réalité, tout est affaire de débat devant la juridiction administrative et en fonction des arguments qu'on va apporter, que vont apporter les uns et les autres, le but, c'est évidemment d'emporter la conviction du juge qui va se faire une idée du dossier, de savoir si les accusations qui sont portées sont fondées ou pas. Et c'est là où nous, on va essayer, en tant qu'avocat, de démontrer toutes les incohérences, les accusations qui ne sont pas sérieuses, et bien évidemment en collaboration avec l'association qui va nous produire, si possible, les prêches qui sont enregistrés, ce genre de choses. Et parfois, c'est possible, hein, il ne faut pas croire que tout est fermé. Lorsqu'on apporte notamment des prêches qui sont enregistrés, qui sont diffusés de manière publique ou qui sont même juste stockés en interne par l'association, on peut obtenir des résultats qui sont plutôt positifs. Moi, j'ai vu des imams qu'on avait accusés d'avoir porté des propos de radicalisation, etc. Ensuite, en apportant des attestations, des témoignages contraires, on peut obtenir des résultats qui vont plutôt dans le bon sens. Alors, certes, l'ambiance ou la tendance générale n'est pas à l'ouverture très facile des mosquées, mais en tout cas, en tout état de cause, j'estime qu'il faut se battre, puisqu'on obtient parfois des résultats. Alors, ma dernière question, Maître Guesgues. Alors, effectivement, cette dimension de l'intouchabilité juridique des notes blanches, je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi. C'est vrai que c'est assez problématique parce que si on ne peut pas, si la charge de la preuve revient à celui qui est accusé, effectivement, ça soulève un problème. Alors, un rapport européen, je crois, mettait en exergue le rôle de la France dans des actes islamophobes, c'est-à-dire par rapport à la situation européenne des pays de l'Union européenne, avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui figurait en illustration de ce rapport. On a beaucoup parlé de la question du séparatisme. En tous les cas, c'est un élément de langage qui est rentré dans les usages de la classe politique pour justement très souvent appuyer, justifier par une rhétorique publique ces fermetures de mosquées. Ce séparatisme a fait l'objet d'une loi, même si l'intitulé de la loi ne s'appelle pas comme ça. Est-ce que cette notion de séparatisme, finalement, aujourd'hui, depuis cette loi, est-ce qu'elle a une assise juridique? Est-ce qu'elle a une définition juridique ou pas? Et dans ces cas-là, comment qualifier cette notion? Est-ce que c'est encore une fois une notion politique? Est-ce que cette notion renvoie à une réalité? Est-ce qu'elle est claire ou est-ce qu'elle est ambiguë? Est-ce que vous pouvez nous donner un mot pour conclure cette émission là-dessus? Alors, la réponse, elle est très simple. La définition, par nature et par objectif politique, elle est ambiguë. Elle n'est pas claire, elle n'est pas définie. L'objectif, pourquoi? C'est de pouvoir taper le plus large possible. Vous allez avoir, je vais vous donner un exemple. Au mois d'octobre 2020, lorsque une vague de perquisitions, de visites domiciliaires s'est abattue sur plusieurs personnes, de nombreuses personnes, parfois des imams, parfois des particuliers, on a pu voir
j'ai pu défendre un imam qui était justement poursuivi, en tout cas perquisitionné par la justice, parce qu'il avait partagé sur les réseaux sociaux des publications critiquant Macron et de sa gestion de la crise sanitaire en disant que Erdogan avait fait un meilleur travail que lui. On lui a dit, vous avez écrit à quand un printemps français en parlant des mouvements des Gilets jaunes, vous incitez à une révolution armée. Vous vous rendez compte? Et en réalité, toutes ces accusations-là, elles reposent sur un fondement textuel et législatif qui paraît clair, à savoir l'incitation à des actes de terrorisme, mais qui n'est jamais défini précisément pour qu'on puisse englober de manière le plus large possible n'importe quel comportement. Et l'administration a parfois des directives qui viennent d'en haut, donc du ministère de l'Intérieur, qui consiste à dire faites ce que vous avez à faire, et si jamais les décisions sont annulées devant le tribunal administratif, c'est pas grave, mais en tout état de cause, le résultat opérationnel et le résultat politique, il sera là puisqu'on aura mené tel nombre de perquisitions, tel nombre de fermetures, tel nombre d'opérations de police. Vous avez aujourd'hui un recensement notamment des établissements qui sont fermés et des débits de poissons qui sont fermés en lien avec le terrorisme. Mais parfois, vous allez avoir simplement un snack qui va être fermé pendant 24 heures parce que la salade et le poulet sont stockés sur le même étage dans le réfrigérateur. Mais comme le gérant, il s'appelle Mohamed et qu'on vend des denrées halal, eh ben, les CLIR, vous savez, ces organisations qui sont au sein des préfectures, qui regroupent l'URSSAF, la médecine du travail, les impôts, etc., et ben pour eux, c'est une fermeture d'un lieu de radicalisation. Et voilà, on a fait un +1 dans nos chiffres. C'est ça la réalité, concrètement, de la lutte contre la radicalisation en France. Merci, Maître Stéphane Guezguez, pour vos explications. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé de la politique de fermeture des mosquées en France, lancée par le ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois. 21 mosquées ont donc été fermées à ce jour et 5 autres sont en cours d'instruction. Je vous dis à très bientôt sur Mizane TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir en diffusant cette émission. Merci, Maître Guezguez. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.